Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Il est 19h04 précisément. J'espère que tant bien que mal vous avez passé une belle journée. Bienvenue. On va revenir bien évidemment sur les droits ce soir et nous allons revenir surtout sur la présence de la sous-secrétaire d'État américaine en Algérie qui est présente donc en Algérie maintenant depuis samedi dernier. Michel Sisson qui a évoqué plusieurs points. Elle a donc eu plusieurs entretiens avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, bien évidemment, des hauts responsables gouvernementaux, dont le ministre des Affaires étrangères, Ramdan Lamamra, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des représentants de la société civile et la représentation de l'ONU en Algérie. Elle a également abordé avec ses homologues algériens des priorités de la 52e session du Conseil des droits de l'homme, dont l'Algérie et les États-Unis sont membres. Parmi les priorités, il y a le renouvellement du mandat de la commission d'enquête en Ukraine, celle du Soudan, du Mali, de la Corée du Nord, voilà en termes de crise géostratégie, mais il y a aussi le mandat du rapporteur spécial pour la liberté du culte aussi a été évoqué. Sur la situation des droits de l'homme, c'est la question dont nous allons parler ce soir, puisqu'elle est restée très diplomate, la représentante américaine, c'est le titre de l'émission. Elle a donc évoqué en termes de droits, voilà ce qu'elle dit: nous avons souligné l'importance du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'importance des visites des rapporteurs spéciaux de l'ONU quand les demandes sont faites dans ce sens. On sait combien les rapporteurs ont été notamment déplacés, décalés, annulés ces dernières années en Algérie. La question a été soulevée lors de l'évaluation de l'Algérie, notamment à Genève, il y a quelques semaines, en novembre dernier. Il est important que tous les pays membres acceptent d'accueillir ce genre de mission, a-t-elle dit. La société civile, les défenseurs des droits humains et les journalistes indépendants peuvent être des partenaires importants, dit-elle, pour le gouvernement en question. Donc là, notamment en Algérie, en tant qu'État qui aspire à tenir ses engagements en matière de droits de l'homme. On sait que pour le président de la République, en tout cas dans les mots, il est important pour lui donc de maintenir ses engagements en matière de droits humains. Mais quand on voit ce qui se passe en Algérie en termes de répression, notamment liée dernièrement à cette grande sortie qui est la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme, une institution internationale, la Ligue des droits de l'homme qui a été fondée, je le rappelle, en 85 et qui a été agrémentée en 89, même sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, cette décennie rouge, il n'y a pas eu autant de répression. On y revient. Et pour terminer, les mots de la représentante américaine: l'expérience a montré que lorsque les gens jouissent de leur liberté fondamentale, la liberté d'expression, de manifestation pacifique, de création d'associations et de cultes, les sociétés sont plus apaisées et plus développées. C'est un message donc qu'elle transmet ici certainement au président algérien, mais ce dont nous allons parler notamment, ce côté très diplomate, très officiel que plus officiel. Aucun cas précis n'a été évoqué, ni l'affaire de Radio Émergent et Hassan El Khadi par exemple, ni celle de ces personnes qui sont interdites de quitter le territoire. Ils sont plusieurs militants ou encore artistes, et encore moins cette Ligue algérienne des droits de l'homme qui vient d'être dissoute. On l'a appris il y a quelques heures via les réseaux sociaux. Alors, coïncidence du timing ou pas, la justice ordonne la dissolution de la plus ancienne ONG défense des droits humains. Nouvelle salve judiciaire contre la défense des droits de l'homme en Russie. C'est la plus ancienne ONG du pays qui a donc été dissoute. Une instance judiciaire russe qui a ordonné ce mercredi la dissolution du groupe Helsinki de Moscou. Je vous le disais, donc la plus ancienne ONG en termes de défense des droits humains. Alors coïncidence ou pas, voilà. Et puis on va revenir aussi sur la sortie du FFS, l'un des premiers partis politiques en Algérie. On sait le remaniement. Voilà, on l'écoutera tout à l'heure. Merci Karim en région. On écoutera tout à l'heure Aouchiche, le représentant, le patron du FFS, qui fait une sortie qui dit
qui est clair, net et précis. Nous assistons depuis quelques mois à une stratégie de mise au pas de la société à travers une remise en cause sans précédent des droits, des libertés fondamentales. Donc, déplore le premier secrétaire national Youssef Aouchiche, la décision de dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme dans des conditions opaques et injustifiables, ainsi que la décision de passer au pas de charge de projets de loi portant notamment sur le droit de grève et l'exercice du droit syndical sans aucune consultation préalable dans l'objectif de restreindre les acquis démocratiques, dit-il, des travailleurs en sont les meilleures illustrations. Il accuse le pouvoir de s'employer à réduire au silence toute voix discordante. Je vous en lirai tout à l'heure quelques extraits. Il dit clairement que le parti continuera de s'opposer en toutes circonstances à toutes les formes de violation des droits de l'homme et des libertés. Le FFS met en garde les autorités du pays contre la tentation de réduire les espaces de liberté et de refuser aux Algériennes et aux Algériens le droit fondamental de participer à la vie publique. Le FFS est disposé à agir avec l'ensemble des forces patriotique. On demandera à nos invités à quoi il fait allusion ici pour faire évoluer le cadre législatif et les droits des libertés en Algérie. Ils sont avec moi sur le plateau. Voilà un peu pour la petite présentation et le sommaire. Abdelrahim Moussawel, enseignant, militant FFS. Merci d'être avec nous. Bonsoir Chaban, bonsoir Azwaou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci pour l'invitation. Avec nous sur le plateau, Azwaou Chemoulouk, bonsoir, militant politique, irakiste, défenseur des droits de l'homme aussi. Bonsoir, cher Azwaou Chemoulouk. Bonsoir, bonsoir Chaban, bonsoir Rahim, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à toute l'équipe de Magharibia. Et je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec nous, le docteur Mohamed Lamine Chiban, militant politique à Mila. Bonsoir, docteur. Alors, le docteur Mohamed Lamine Chiban qui va venir nous rejoindre. Et nous aurons aux alentours de 19h30 Rachid Hassani, secrétaire national du RCD. Abdelrahim Moussawel, première réaction. Tout de même pour commencer, puisque ça fait la une de l'actualité, des médias internationaux en parlent, des ONG se posent la question. En termes de forme, on a vu une association, pas une petite association, même si toutes les associations ont leur importance, pas un parti politique, mais une ONG d'une institution internationale dans la forme. Rien n'a fuité jusqu'à aujourd'hui. Le jugement est passé il y a déjà quelques mois, en juin. La Ligue algérienne des droits de l'homme a été dissoute. Une réaction sur la forme et puis pourquoi cette dissolution? Pourquoi est-ce qu'un pays comme l'Algérie en 2023, avec un président algérien, on adhère ou on n'adhère pas, mais qui dans les mots a tout de même une envie de tendre la main, nous parle de droit, il n'y a pas de détenu d'opinion, c'est un mensonge d'État, dit-il. Pourquoi cette dissolution? Alors dans la forme d'abord, parce que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment discrètement, et la Ligue algérienne n'était pas au courant, notamment qu'elle était elle était remise en question notamment. Alors, concernant la forme dans tout cela, je pense que c'est vrai que c'est un peu triste de dire les choses telles qu'on les remarque, on les voit aujourd'hui, mais que ce soit des journaux, que ce soit des associations, que ce soit des syndicats ou des organisations de la société civile, politiques, associatives, des droits de l'homme, humanitaires, etc. Personnellement, cela ne m'étonne pas parce qu'il y a un peu plus d'un an, on a en Algérie un système avec qui a mis en marche tous ces relais pour à la fois geler ou plutôt imposer un gel des activités de certaines organisations. Cela nous fait penser au PST, le Parti Socialiste des Travailleurs, le Mouvement Démocratique et Social à sa tête, Fethi Gharras, donc des organisations à qui on a demandé d'arrêter leurs activités, et puis la dissolution de RAJ, cette grande organisation de la jeunesse estudiantine, etc., à caractère de défense des droits sociaux,
sociaux, des droits politiques de toutes les Algériennes et les Algériens. D'ailleurs, demain, le 26 janvier, il va y avoir l'audience au niveau du Conseil de l'État concernant l'avenir de cette association Rassemblement Action Jeunesse. Et lorsqu'on voit aujourd'hui la répression qui s'abat sur les militantes, sur les militants, sur les citoyens qui portent des voix discordantes en Algérie, sur des partis politiques à qui on impose un silence total concernant la situation des libertés, des droits et la situation politique. Aujourd'hui, c'est le tour de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Et dans l'apparence, ce qui est étonnant, c'est que les membres même, d'ailleurs, cela me fait penser à à tous les fondateurs de la Ligue algérienne pour les droits de l'homme, pour la défense des droits de l'homme, Ali Yahya Ben Nour, Allah yarhamou, on pense à Mustafa Bouchachi, à Bni Essad, à Zehwan, etc. Toutes celles et ceux qui ont constitué quand même cette Ligue algérienne des droits de l'homme, non seulement d'étendue nationale, mais d'étendue internationale. À un certain moment, dans les années 90-2000, lorsqu'on parlait de la question des droits de l'homme en Algérie, quel que soit le pays où on parle, quels que soient les médias, quelles que soient les organisations, on cite en référence la Ligue algérienne des droits de l'homme. Donc là, aujourd'hui, que cette Ligue a accompagné jusqu'au bout l'étendue du Hirak avec ses militants, avec ses militantes, ses sympathisants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui n'ont peut-être pas de carte d'adhésion à la Ligue, mais ils vous disent, moi je travaille avec la Ligue, je suis adhérent de la Ligue, je suis sympathisant de la Ligue. Ça veut dire que cette organisation constitue quand même présente un danger concernant les agissements du régime, qui ne sont que des agissements pour piétiner les libertés, pour piétiner les droits. Et nous avons également la mise sous scellé, juste le lendemain de la dissolution de la Ligue, le centre de documentation des droits de l'homme qui appartient à cette Ligue, à Béjaïa, il a été mis sous scellé. Ça veut dire que ça nous renseigne sur la véritable intention de ce régime qui se dit démocratique, qui se dit ouvert à toutes les discussions, à toutes les négociations, dont le président désigné il y a quelques mois de cela disait fièrement, nous avons réussi à constitutionnaliser l'implication de la jeunesse dans l'exercice politique. Nous avons réussi à constitutionnaliser le travail syndical et associatif. Mais à côté de cela, nous avons des partis, nous avons des syndicats, nous avons des associations, des ligues, des organisations de la société civile qui sont dissoutes, qui sont aujourd'hui menacées de dissolution, de fermeture, etc. Donc dans l'apparence, c'est la contradiction totale d'un régime qui aujourd'hui il se trouve face à une situation où il ne sait plus quoi faire. Alors pour Abdelrahim Moussaouar, dans la forme ça ne le surprend pas, mais hier on pouvait évoquer aussi peut-être que à l'intérieur du pouvoir il y a une sorte peut-être de guerre des clans. Est-ce que c'était une information qui devait rester secrète? Pourquoi est-ce qu'elle sort maintenant aussi, peut-être à quelques semaines de cette échéance présidentielle? Est-ce que le fait que cette fuite, dans la forme, ça, on peut comprendre éventuellement l'analyse d'Abdelrahim Moussaouar, mais qui a fuité? Pourquoi ça fuite maintenant, selon vous? Après, excusez-moi, après pour répondre à la question, qui a fuité, je ne sais pas, est-ce que ça rentre dans une guerre des clans? Peut-être, mais le fait est là, c'est-à-dire que la dissolution est prononcée. Mais après, réellement, est-ce que le pouvoir algérien travaille avec des écrits, avec des jugements? Réellement, les droits de l'homme n'existent pas en Algérie. On a une constitution qui selon eux, consacre la liberté et la démocratie, mais réellement, il n'y a pas sur le terrain de la pratique, il n'y a pas une véritable, il n'y a pas un véritable respect de la démocratie et des libertés. On a une constitution qui a des dizaines et des dizaines d'articles, mais réellement, il y a même des pays qui n'ont même pas de constitution, mais les principes démocratiques et de liberté, ils sont consacrés dans la pratique, dans la justice, dans la vie quotidienne de la société. Alors que nous, l'Algérie, c'est tout à fait le contraire.
Donc même s'il y a des écrits, ça reste que noir sur blanc. Mais en réalité, il n'y a pas cet exercice ou cette pratique dans les institutions algériennes. Et il faut le savoir aussi que la justice n'est pas indépendante, est sous le contrôle de l'exécutif. Et ça, c'est écrit en plus. C'est-à-dire que le président algérien, c'est lui qui préside le Haut Conseil de la magistrature. Il faut savoir une chose, le Haut Conseil de la magistrature, c'est l'institution qui décide des carrières des juges. Il décide de les muter, Donc, quand on a cet instrument répressif, coercitif entre ses mains, on peut décider de tout un pouvoir, c'est-à-dire on peut contrôler un contre-pouvoir qui est la justice. Donc, à mon sens, on a l'impression que avec l'ouverture maintenant depuis quelques années de ces réseaux sociaux, ces ONG, ces associations, c'est quoi l'objectif parce que à en comprendre donc les décisions de la justice algérienne, tant qu'elle existe, et à vous écouter les uns et les autres, on peut comprendre que malheureusement elle est très défaillante, mais en fait, c'est quoi? C'est vraiment de mettre sous scellé tout ce qui pourrait exprimer des messages un peu oui, bien sûr. de répression, des messages de... La question, à mon sens, c'est pourquoi ils ne devraient pas le faire? C'est-à-dire que du moment qu'ils sont en position de le faire, rien ne les empêche de le faire. C'est-à-dire que ce soit sur la pratique, que ce soit sur le plan juridique. Et en quoi une ONG peut déstabiliser un pouvoir, une ONG comme une Ligue algérienne des droits de l'homme? Non, mais eux, ils sont dans le rôle. Le pouvoir, il est dans son rôle. C'est-à-dire que je l'explique, mais je ne le comprends pas. Je combats justement ces pratiques. Mais il est dans son rôle. C'est-à-dire que du moment qu'il a tous les moyens de faire quelque chose, on le voit réellement, c'est qu'il le fait. Du moment que le peuple algérien il est sorti pendant le Hirak, et malheureusement c'est ça, c'est ce que dit j'ai oublié l'écrivain, celui qui fait une demi-révolution, c'est comme s'il a creusé sa propre tombe, et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Le soulèvement d'un peuple, le Hirak n'est pas parachevé politiquement, donc le rapport de force et le pouvoir essaye de le maintenir de son côté, et que la peur reste du côté du peuple. Donc il est dans son rôle, à mon sens, de réprimer et d'y aller dans le sens de la dictature. Mais il faut savoir une chose, c'est que on n'a jamais été on n'a jamais acquis des libertés ou des libertés démocratiques ou des libertés politiques. Parce que on disait que dans les années 90, il y avait une forme d'acquis démocratique. À mon sens, il n'y avait pas eu des formes d'acquis. Il y a eu juste une cohabitation entre le militarisme et une pseudo-liberté, si on peut l'appeler comme ça. Du moment que le pouvoir n'était pas ébranlé dans son existence, n'est pas touché dans son existence, on avait cette illusion qu'on était libre, qu'on avait des libertés démocratiques. Mais le jour où le pouvoir s'est senti ébranlé, s'est senti en danger, donc il est obligé de sortir sa véritable nature et de réprimer toute voie de discordance. Alors une réaction à tous les deux, on va dans quelques instants accueillir le docteur Mohamed Lamine Chiban, qui est aussi militant politique depuis de longue date. Vraiment une minute chacun là-dessus. Vous parlez de ces années, notamment 90. On est en 2023. On a tout de même un président qui est là, qui est présent. Alors il est en place, il a été élu. On connaît les analyses des uns et des autres. Et puis les urnes ont prouvé par elles-mêmes, au niveau en termes de boycott et d'abstention, que les Algériens n'en voulaient pas. Mais à la fois, ce n'est jamais arrivé. Alors à la fois, on est quand même dans un pays où on a un certain nombre de ministres, de gouvernements, d'ambassadeurs qui arrivent, qui discutent. On a aussi une Algérie qui organise actuellement un championnat d'Afrique, qui a organisé aussi des jeux, enfin une sorte d'ouverture un peu, notamment dans certaines images. Et puis, mais à la fois, on vit à l'heure actuelle quand même peut-être une période beaucoup plus difficile, peut-être plus noire. C'est jamais arrivé d'en arriver là à dissoudre une ligue. Ça aurait peut-être pu arriver il y a quelques années, dans des périodes peut-être un peu plus noires, un peu plus propices à une répression plus forte, plus dure. Ouais. Moi, je pense que là, ça prouve que réellement, le système en Algérie, le régime, le pouvoir militaro-policier, la peur n'a pas changé de camp depuis que le Hirak a commencé. Parce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs,
quand il y a eu ces guerres de clans qui continuent au grand jour aujourd'hui, on ne les voit peut-être pas à l'œil nu, mais en faisant des analyses, on comprend qu'il y a une guerre des clans à l'approche de l'échéance électorale de 2024, un système qui a pensé avoir eu raison du Hirak, mais le Hirak, les Algériens aujourd'hui, le peuple algérien, ce n'est pas une question de peur. Si les Algériens ne sortent pas dans les rues, etc., c'est parce qu'ils ne veulent pas que les choses deviennent encore plus violentes, parce que c'est un système en face qui cherche tous les moyens, par tous les moyens, de créer de la violence dans la société. La deuxième des choses qui prouve que c'est le système qui a peur de la société, qui a peur du Hirak, qui a peur du peuple, c'est que continuer à réprimer toutes les voix discordantes, fermer des associations, dissoudre des organisations politiques, syndicales, la Ligue des droits de l'homme, ça montre que celui qui a la force réellement, en réalité, en ayant des institutions, le ministère de l'Intérieur, l'armée, malgré cela, en face, on a un peuple, des plus pacifiques qui soient au monde, on continue de le réprimer. Lorsqu'on utilise sa force pour réprimer son prochain, c'est-à-dire celui qui est en face, c'est celui qui a la peur aujourd'hui, c'est le seul pouvoir qui a toujours peur du peuple. Une réaction, c'est pire qu'avant? Certainement que c'est pire qu'avant. Même il y en a des observateurs qui disent que c'est pire que les années boumediennes, ce qui se passe depuis 2019. Juste pour rebondir à ce que disait Rahim, c'est vrai que moi ce que je reprochais par exemple au Hirak, c'est son immaturité politique. Bien sûr que ça reste ça. Comme a dit Kateb Yassine, les événements de 45 ont cimenté son nationalisme. Et je pense que le Hirak de 2019 a réussi à une forme de conscientisation politique en Algérie. Ça reste et ça va rester dans l'histoire. Et je pense que son fruit, on va le récolter dans quelques années ou peut-être dans quelques décennies. C'est une forme de maturité politique en fait. C'est une forme de maturité, mais c'est que la classe politique avait manqué de maturité politique. Je pense que là, on est amené aujourd'hui à distinguer les choses entre le Hirak, entre le régime et la classe politique. Parce que le peuple, quand il est sorti par des millions, d'Algériennes et d'Algériens dans les rues, non seulement pour s'opposer, pour dire basta à la manipulation, basta au bricolage auprès du système, mais aussi de dire à ces organisations politiques qui, pour certains, sont immatures, comme tu le dis, ne refaites pas les mêmes pratiques du régime. Certainement. Un peuple qui a résisté pendant des décennies, pendant des siècles, le peuple à l'instrumentalisation de sa personnalité, de sa culture, de son identité, et qui sort par des millions avec toute maturité pacifique, là, il y a quand même un minimum de maturité. Je comprends, le peuple a fait son devoir, mais c'est que la classe politique avait manqué de maturité. On était parti ailleurs, on s'intéressait à des choses qui n'avaient pas... à mon sens, qui n'était pas intéressante dans le sens politique. Donc, c'est juste pour dire qu'au fait, mais réellement, globalement, moi, je suis partisan d'une théorie qui dit que c'est le pouvoir qui fait de la résistance en réalité. Même si aujourd'hui, la classe politique ou le peuple algérien est dans la résistance, c'est-à-dire que ce n'est plus en opposition, mais c'est plutôt de la résistance, mais une résistance globale, pour moi, c'est le pouvoir qui l'a fait. Parce que du moment qu'il a expliqué à Rahim maintenant, c'est que tout ce qui fait le pouvoir, ça va dans le sens des aspirations d'un peuple. Et tout ce qu'on voit, c'est que le peuple, de plus en plus, malgré la répression, il aspire de plus en plus à la liberté. Ce qu'on a vu en 2019, des millions d'Algériens qui sont sortis, c'est des jamais vu dans l'histoire politique algérienne. Donc ça va dans le sens que le peuple reprenne sa destinée en main. Donc en réalité, c'est qui fait de la résistance? C'est le pouvoir. Malgré que dans la circonstance actuelle, c'est vrai qu'on peut pas appeler une opposition comme opposition du moment qu'on n'est pas en démocratie. Moi, je préfère l'appeler résistance. Mais la résistance globale, c'est le pouvoir qui est en train de la faire. On va accueillir le docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir, cher docteur. Bonsoir, Rassi Chaben et salam alaikum. Et je salue votre invité et toute l'équipe d'El Magharibiya El Habiba. Merci infiniment. Alors pour votre information, effectivement, demain, donc le Conseil d'État rendra certainement son verdict concernant Rage qui a été dissous le 13 octobre 2021 suite à une requête en mai, le 23 mai, par toujours le ministre de l'Intérieur. Voilà pour l'information. Docteur Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Merci d'être avec nous. Contexte particulier en Algérie.
c'est de plus en plus dur. Il y a ces interdictions de sortie pour certains artistes, militants. Il y a cette Ligue algérienne des droits de l'homme qui a été dissoute dans des conditions très particulière, hein, vraiment, où un jugement a été donné sans que la Ligue soit informée, avertie, pris des avocats. Dans la forme, déjà, ça révèle certainement des choses. Et puis, réaction, on a la présence de la sous-secrétaire d'État américaine qui s'est exprimée, mais qui est restée quand même très diplomate, plus que diplomate, en évoquant les choses dans les grandes lignes, mais qui n'a pas du tout interpellé vraiment clairement le président algérien, lui disant, mais Hassan El-Qadi, des médias, le journaliste enfermé, le média aussi totalement enfermé, une ligue algérienne qui vient de sauter alors qu'on ne sait même pas pourquoi, on n'a pas vu de procès, etc. Réaction, docteur? Oui, si Chaban, de toute façon, il faut pas s'attendre. C'est l'Occident en général, il parle de démocratie dans leur pays, mais quand il s'agit avec d'autres pays qui ne partagent pas la même politique, il y a d'autres intérêts. Et puis l'intérêt prime, l'intérêt passe avant. Alors la sous-secrétaire d'État, elle est venue, elle a laissé quand même passer un message, hein, qui est très important lorsqu'elle dit, vous l'avez dit au tout début de l'émission, les sociétés seront plus apaisées et plus développées lorsque on autorise les manifestations pacifiques et on laisse les gens s'exprimer. C'est très important ce qu'elle a dit. Mais pourquoi il n'y a pas, selon vous, pourquoi, c'est vrai que les mots sont présents, hein, on le dit clairement, mais pourquoi est-ce que ces pays-là, alors il y a les États-Unis, mais il n'y a pas que, puisque hier, pas plus tard qu'hier, donc le chef d'état-major algérien est accueilli en grande pompe en France par un État démocratique, un État de droit, la France qui combat pour les libertés. Pourquoi tous ces États-là, l'Italie aussi a été reçue, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces États, dont l'Amérique, l'ONU ne dit pas, mais attention, rendez-nous des comptes, que se passe-t-il avec la Ligue? Pourquoi vous avez, par exemple, Manu Militari, encore une fois, il y a quelques mois, tranquillement, chez vous, vous avez décidé de fermer et de dissoudre une Ligue, par exemple. Pourquoi est-ce que ces États-là ne sont pas clairs et fermes? De toute façon, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de ces pays, je vous l'ai dit. Ces pays, il y a l'intérêt qui passe avant. L'odeur du gaz, l'odeur du pétrole, nous sommes en plein hiver, la conjoncture internationale, la guerre entre l'Ukraine et l'URSS. Et là, on ne peut pas aller très fort contre ces pays qui sont classés, des pays qui sont autoritaires, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, de Sisi, du général Sisi. Donc, on reste toujours plus ou moins méfiant. Mais ce qui est sûr, c'est que le message laissé par la sous-secrétaire d'État, Madame Michel Faisson Hadi, c'est clair. Et puis, permettez-moi de vous rappeler qu'on n'a pas besoin de Madame Michel, la sous-secrétaire d'État, de dire cela lorsque Monsieur Farhat Abbas, le premier président du GPRA, lorsqu'il a écrit il a déposé sa démission en 1963, il avait écrit « Il est temps de faire participer le peuple algérien à la vie politique, il est temps qu'il retrouve son enthousiasme. » Il est vrai, mon ami Chaben, que nous vivons un climat de peur, un climat d'intimidation. Il n'y a plus d'espace politique, il n'y a plus, lorsqu'on voit Rage, lorsqu'on voit Dieu seul sait, la Ligue des droits de l'homme, Hussein du feu, Hussein Aït Ahmed, de Monsieur Ali Yahya Abdelnour. Croyez-moi, ils doivent vraiment, dans leur tombe, se lamenter de cette décision, donc qu'il est le seul espace qui nous restait, la Ligue des droits de l'homme, après avoir fermé Radio M. Vraiment, je me pose la question, où va l'Algérie? On ne laisse plus les gens s'exprimer. La liberté n'a aucun sens, mon ami Chaben, lorsque le droit d'exprimer et ces opinions n'existent plus. Ce droit, parmi tous les droits, est la hantise des tyrans. C'est le droit qu'ils attaquent en premier, ils connaissent leur pouvoir. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Frédéric Douglas.
Et puis, je vous rappelle, mon ami Chaben, ce qu'a dit Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. Voilà. Docteur, avant de... nous vivons une situation dramatique, une situation où le peuple algérien est muselé, il ne peut plus parler, il ne peut plus s'exprimer, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. Alors en parlant de politique muselée, d'ailleurs c'est ce qu'avait dernièrement annoncé la sortie de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur qui a vécu 7 ans en Algérie, qui a fait aussi des sorties sur des mots et des réalités qui sont aussi les vôtres. Alors vous êtes docteur, ok, mais il y a le militant politique que vous êtes depuis quelques années maintenant, plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous, cette sortie du FFS, le Front des forces socialistes en Algérie, Youssef Aouchiche, qui, je vais pas revenir parce que sinon je vais reprendre du temps, mais voilà, il est clair sur les positions. Hein. Il parle d'une stratégie de mise au pas de la société en parlant du pouvoir. Il accuse le pouvoir de s'employer à réduire au silence toute voix discordante, entre autres. Et alors, on peut aussi ajouter que Rahabi, ancien ministre, notamment de la communication, ancien diplomate, adhère à l'appel du FFS. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet appel quand on sait que le FFS a tout de même, on va dire, a retrouvé un peu le chemin du pouvoir. Hein. Il y a eu un remaniement derrière le FFS. Il a appelé aussi aux législatives, alors que la base militante, une grande partie de la base militante avait appelé notamment au boycott. Quelle analyse vous faites de cette sortie du FFS? C'est les élections présidentielles qui arrivent? Oui, si Chaban, je salue la sortie du FFS. Et vaut mieux tard que jamais. Il est vrai que le FFS, ces 2 dernières années, c'est pas le FFS du chef historique de la révolution, Hossein Ahmed. Je leur demande d'être à la hauteur de ce grand chef, d'être à la hauteur de M. Ali Yahya Abdelnour aussi. Et donc, je ne peux que saluer cette sortie du FFS, et j'espère qu'il va encore de l'avant, parce qu'il reste quand même un grand parti. Quant à la déclaration de M. Rahabi, je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que lorsqu'il parle, il dit, c'est la politique d'exclusion, à mon avis, du point de vue personnel. Il parle les forces patriotiques. Et qu'est-ce qu'il entend par les forces patriotiques? Il veut exclure d'autres forces. Alors que vraiment nous avons besoin, et le Hirak justement, le Hirak de février 99, il a rassemblé toutes les forces laïques, les forces islamistes, les nationalistes. Il a rassemblé, et c'est ça qui a fait cette force et qui a permis justement la chute d'un pouvoir qui a duré plus de 20 ans et qui a dilapidé les richesses du pays. Donc, excusez-moi, Monsieur Chaben, mais réellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a déclaré Monsieur Rahabi concernant ces forces patriotiques, un point obscur. Merci, cher docteur Mohamed Lamine Chebane, d'avoir été avec nous, militant politique. Vous êtes à Ain Mila. On salue tous les spectateurs d'Ain Mila qui nous regardent. Merci pour votre fidélité. On va recevoir pour 5 minutes, normalement dans quelques instants, Rachid Hassani qui est secrétaire national au RCD. Abderrahim Moussawer. On va essayer d'avoir des échanges un peu dynamiques. Le temps passe tellement vite. Cette sortie du FFS, c'est un parti que vous connaissez, auquel vous tenez. Le FFS, il a évolué, hein, on le sait, le FFS de 2019 avec le Hirak, c'est pas le FFS d'aujourd'hui, avec Youssef Aouchiche. Vous me contredisez s'il le faut. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette sortie assez claire et assez ferme, hein. Avant de commenter là-dessus, je pense que je serais obligé de rendre un hommage particulier un ancien secrétaire national du FFS, Belkacem Ben Amr, qui a accompagné en 2019, même 2020, à travers des documents, à travers des communiqués, à travers des textes émanant du FFS,
accompagné le Hirak. On voyait des communiqués toutes les semaines, des textes, des écrits qui accompagnent le large mouvement citoyen. Et dans un premier temps aussi, il ne faut pas oublier que le FFS, bien sûr, est un parti cher à toutes les Algériennes, à tous les Algériens. Ce grand parti qui a été fondé, qui a été créé dans la douleur, qui a été créé dans la difficulté, le lendemain de l'indépendance, lorsque le groupe de Oujda a tenté de prendre le pouvoir par la force, et donc il y a eu ce soulèvement, cette insurrection bien sûr du FFS, Saïd Ahmed, c'est Mohamedou El Hadj, etc. Moi je pense que, comme l'a dit M. Chiban, il vaut mieux tard que jamais dans un premier temps, mais je pense qu'on doit se poser des questions. Voilà, c'est ça le fond sérieuses. C'est ça le fond de la question. Pourquoi, elle est là cette sortie, mais qu'est-ce qu'il y a? Tant mieux si c'est le contenu lui-même. On connaît tous les textes du FFS. C'est des textes qui sont basés sur la concertation, sur le consensus. C'est un texte que le FFS aurait pu sortir il y a 4 ans. Bien avant. Okay. Dès le début de la répression, dès le début, il y a eu la dissolution de Rage, il y a eu le gel des activités du MDS, du PST, qui sont des partis politiques en Algérie qu'on doit défendre, dont on doit défendre l'existence. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas il y a quelques mois? Pourquoi pas il y a quelques années de cela, quand la répression a commencé? Mais il n'est jamais trop tard. Sinon, si je peux commenter la sortie de Rahabi, là, rien ne m'empêche de dire qu'il y a anguille sous roche, comme on le dit, dans le sens où lui qui fait appel aux forces patriotiques autour d'un consensus, d'un rassemblement, en adhérant à la projection du FFS. Après, bien sûr, nous n'avons jamais le droit de nous inscrire dans l'exclusion, parce que chaque Algérienne, tout Algérien a le droit d'adhérer, a le droit de faire de la politique et de faire des propositions de sortie de crise. Mais l'histoire doit nous révéler, doit nous expliquer aussi que lorsqu'il y a eu le contrat de Rome en 1995, juste après le contrat de Rome, face à une presse internationale, Rahabi a tenté de dénigrer le FFS et Aït Ahmed en disant, donc c'est-à-dire ce contrat, en rassemblant des différents activistes, différents partis, différentes tendances en Algérie, il a dit que Aït Ahmed c'était le premier à avoir pris les armes contre le régime algérien. Il voulait tout simplement salir l'image du FFS, salir l'image d'Aït Ahmed en disant que c'est une organisation terroriste. Aït Ahmed, il a préféré le soulèvement militaire armé. Donc là, en tant que militants, je pense que nous avons le droit de nous poser des questions, même sur un passé récent, sur ce qu'ont fait certaines personnes, ce qu'elles ont dit et leurs propositions d'aujourd'hui. Azwa Chamlouk, une réaction sur cette sortie du FFS, Rahabi. Alors c'est vrai que vaut mieux tard que jamais. On a compris que ce sont des mots et des textes qui existent. D'ailleurs, il le dit, Youssef Aouchiche. On n'aura pas le temps d'écouter parce qu'on préfère vous entendre. Il le dit clairement, voilà, que le FFS est habitué à être et fidèle à ses traditions, notamment derrière ces textes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette sortie là maintenant, alors que depuis 3 ans, il y a eu quand même des moments, des périodes fortes en termes de répression. Et puis voilà, ce lien aussi avec Rahabi, je vous rappelle, qui est un opposant, ancien figure de l'opposition et ancien ministre. Il y a des élections qui se préparent. Quelle lecture vous faites? Quelle analyse vous faites de cette... Alors, moi, l'analyse que j'aimerais faire, c'est que le pouvoir ne cherche pas d'alliés, n'a pas besoin d'alliés, il cherche à souiller notamment la classe politique. C'est-à-dire qu'il essaye de jeter des hameçons pour essayer de rapprocher vers lui certaines classes politiques ou certains militants ou certains partis. Et une fois qu'il l'a dans sa main, c'est que ces partis-là ont le désaveu de la population. C'est ce qui s'est passé avec le FFS à un certain moment de Hirak. C'est-à-dire que le FFS s'est rapproché du pouvoir. Et ce qui gagnait le FFS, enfin l'appareil du FFS. Je pense qu'il faut préciser, il y a le FFS. Le FFS, il y a l'appareil. Il y a la base militante du FFS dans le J'ai bien compris. C'est que l'appareil du FFS, à un certain moment, c'est qu'elle a gagné le désaveu de la population. On ne peut pas y aller voir. Moi, je reste farouchement opposant à cette. C'est-à-dire, on ne peut pas y aller rencontrer un président alors qu'il y a des milliers et des centaines de détenus politiques. Oui. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans quelque chose. Soit on s'inscrit dans la résistance, soit on s'inscrit dans l'opposition, qui est une opposition, à mon sens,
fantoche, c'est-à-dire que une opposition juste pour montrer qu'on est dans une démocratie. C'est pour ça que on revient sur la définition de l'opposition. À mon sens, c'est que c'est une opposition qui aspire à prendre le pouvoir si le peuple lui donne le pouvoir, alors que l'opposition dans l'acception algérienne, enfin dans certains partis politiques, c'est une opposition qui joue le rôle d'opposition juste pour dire qu'on est dans une démocratie, on voyait une image à l'extérieur. Alors que la véritable opposition, celle qui veut vraiment un véritable changement démocratique et que le peuple ait son mot à dire, ça, elle est dans la résistance à mon sens. Donc nous, ce que nous faisons actuellement, c'est de la résistance. Parce qu'on ne peut pas parler d'une opposition dans un climat dictatorial tel que le nôtre. Un climat où l'opposant ne risque pas le désaveu du peuple, il risque la prison, il risque l'exil, il risque le contrôle judiciaire. C'est-à-dire que, vous voyez, les règles de jeu ne sont pas pareilles. Donc dans une démocratie, la sanction que peut avoir un opposant, c'est la sanction du peuple, le désaveu du peuple. Alors qu'en Algérie, ce n'est pas ça. L'opposant n'a pas peur du peuple, elle a peur du pouvoir. Donc c'est pour ça que moi je ne pense pas que inscrire certaines personnalités, vous avez fait allusion à Al-Habi, pour moi ce n'est pas un opposant. Soit il est l'opposant qui joue le rôle de l'opposant pour dire que l'Algérie bénéficie d'une certaine démocratie alors que ce n'est pas vrai du tout, soit il est dans la résistance. Et je ne pense pas qu'il est dans la résistance, c'est lui qui était au pouvoir pendant des années. Parce qu'on ne peut pas... il était ministre. À mon sens, celui qui était ministre dans un pouvoir qui n'est pas émané de la volonté du peuple, donc parce qu'on ne peut pas être... Si on est dictateur un jour, on l'est pour toujours. C'est-à-dire si on ne croit pas à la démocratie, c'est une conviction. 19h45, on donne la parole pour quelques petites minutes. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs qui regardent le Maghrébia à cet instant. Merci infiniment pour votre présence et votre fidélité. Bien sûr, il y a des grands partis comme le FFS, mais il y a aussi des grands partis comme le RCD. Donc réaction, d'abord cette sortie, cette présence de la représentante américaine. On en parlait encore tout à l'heure ensemble au téléphone et puis tout le long de cette émission. Elle est restée très discrète, elle s'est rendue en Algérie, elle a parlé des droits, mais ça a été quelque chose quand même de très superficiel. On a le docteur Mohamed Lamine Cheben qui nous disait que faut rien attendre de ces États qui font du saupoudrage, car ils sont dans leurs intérêts. Oui, bien sûr, pour nous, RCD, nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours exprimé. Si solution doit y avoir pour l'Algérie, pour le peuple algérien, c'est une solution interne, c'est une solution qui doit être trouvée entre les Algériens eux-mêmes et par le peuple algérien lui-même. On n'a rien espéré, nous n'avons jamais espéré, on n'a rien espéré donc des pressions internationales et à plus forte raison dans le contexte et la conjoncture actuelle, fait de cette guerre donc entre la Russie et l'Ukraine et entre la Russie et un certain nombre de pays occidentaux. Donc nous sommes beaucoup plus dans des positionnements géopolitiques et géostratégiques que dans la recherche, sinon dans la dénonciation et la condamnation des violations des droits de l'homme. Donc il est clair que la représentante, sinon la secrétaire d'État américaine qui est venue en Algérie, comme ses précédents, comme Emmanuel Macron qui était aussi venu en Algérie, comme les Italiens qui sont venus en Algérie. Donc ils cherchent tous à nouer des relations, à parler avec l'Algérie en tant que pivot en Afrique du Nord et dans la rive sud de la Méditerranée pour venir discuter des violations des droits de l'homme en Algérie. Rachid Hassani, vous d'ailleurs le RCD c'est la démocratie, vous rêvez demain d'avoir une vraie assemblée avec plusieurs partis rassemblés avec des programmes opposés, débattus. Le FFS fait partie de ces partis historiques en Algérie. Quand vous avez vu et entendu Youssef Aouchiche, pour vous c'est un pas en avant, c'est le FFS qui revient un peu dans le droit chemin dont on parle et évoque les militants, ça commence
ça peut apporter un plus. Il y a Rahabi qui rejoint cette sortie du FFS. Comment vous, en tant qu'homme politique, comment vous lisez cette sortie? En tout cas, les choses pour les RCD sont très claires. Nous l'avons dit, et depuis 2019, l'équation était très simple. Il y avait ceux qui se sont mis du côté du peuple algérien, de la révolution pacifique, et il y a ceux qui se sont mis et rangés du côté du pouvoir et de la restauration autoritaire du système. Donc pour nous, les choses ils sont très claires. Les partis qui se sont mis aux côtés des Algériens sont connus par les Algériens, par la presse, par vous-même. Depuis 2019, nous résistons, nous sommes déterminés quand même. Nous essayons quand même de résister à cette nébuleuse autoritaire du pouvoir. Nous sommes là, nous militons, et il y a d'autres qui pensent que peut-être il fallait qu'ils se mettent en orbite autour du système. Donc je n'ai pas à commenter, je ne suis pas bien placé pour commenter la position d'un certain nombre de partis politiques. Ils ont des militants, ils ont leur structure, ils sont habilités, ils sont mieux placés pour donc discuter des orientations et des choix qui sont les leurs. En tout cas, nous, à RTD, nous avons choisi d'être du côté du peuple, nous avons choisi d'être du côté de ceux qui résistent, nous avons choisi d'être de ceux qui militent pour l'avènement d'une démocratie en Algérie, pour l'avènement d'un État de droit en Algérie, pour l'avènement, justement, de la compétition politique libre. Voilà, on n'a pas à commenter donc le positionnement et les choix de certains partis. Sinon, personnalité, vous venez donc de citer une de ces personnalités. Il faut savoir que nous sommes un parti qui s'oppose au système. Nous ne sommes pas un parti qui s'oppose au système interamoureux. Nous ne sommes pas un opposant au système à l'intérieur du système. Nous sommes un parti d'opposition au système qui sévit en Algérie depuis 1962 et nous voulons le remplacer et que nous soyons une alternative politique, démocratique et salutaire pour ce pays. Donc nous ne faisons pas de l'opposition à l'intérieur du système, nous sommes opposés au système lui-même. Nous, on ne fait pas partie aussi de ceux qui font le jeu des réaménagements claniques au système. Nous pensons que l'existence même de ces clans est un problème et non une solution pour l'Algérie. Donc pour nous, la seule solution, c'est de laisser les Algériens choisir d'eux-mêmes leurs représentants. La seule solution, c'est d'ouvrir le champ politique et médiatique. La seule solution, c'est de permettre aux Algériens de débattre pour trouver des solutions à leurs problèmes et pour se projeter dans le futur. Merci. Merci infiniment d'ouvrir le champ politique et aussi médiatique. Merci Rachid Hassani d'avoir été avec nous. Allez, il nous reste 3 petites minutes d'émission. Messieurs, le mot de la fin. Comment sortir? Les Algériens doivent sortir de cette impasse, avancer. Vas-y. Je pense que là, les 2 derniers mots, l'ouverture du champ politique et médiatique, ont toujours été des préalables qui ont été défendus farouchement par le Front des Forces Socialistes, le FFS, parce qu'on ne pourra jamais faire dans l'action politique, syndicale, associative, si le champ politique et médiatique sont fermés. La deuxième des choses, je voulais dire aussi que lorsqu'on mène, je pense à mon humble avis, lorsqu'on fait des actions politiques, on est dans un parti politique, il y a 2 éléments essentiels qui sont la constance et la cohérence. La constance, c'est lorsqu'on a des principes à défendre, c'est lorsqu'on défend ces principes fondamentaux, que ce soit pour le parti ou pour le pays, pour que puisse vivre une Algérie libre et démocratique. Et la cohérence, c'est lorsqu'on demande à un système d'arrêter les arrestations, d'arrêter le piétinement des libertés et des droits. Je pense qu'il est encore plus important d'être cohérent avec soi-même et d'imposer cela au sein d'un parti. La constance et la cohérence, le message est passé à bon entendeur. Le dernier mot. Moi, je reste confiant que le peuple algérien se soulèvera encore une fois, parce qu'au fait, les conditions qui l'ont laissé se soulever en 2019 ne sont pas dégagées, et bien pire que les conditions se sont empirées. Donc toutes les conditions se sont réunies à ce que les Algériens sortent encore une fois. J'espère à ce que ce soulèvement ou le soulèvement
gouvernement sera dans un climat pacifique et sera dans un climat dans le sens des responsabilités. Et j'espère que ce pouvoir comprennent, c'est-à-dire le message politique que le peuple lui a envoyé, celui des responsabilités politiques. Si le peuple a resté pacifique, c'est parce qu'il a peur pour son pays, pour l'avenir de ses enfants. Le pacifisme, une signature en tout cas du peuple algérien, pas que depuis 2019 d'ailleurs, depuis des décennies. Merci à tous les trois, Abderrahim Moussaouer, Azouao Chemrouf, Dr Mohamed Lamine Chiman et notre représentant du RCD, Rachid Hassani. Merci l'équipe en régie infiniment. Le programme continue dans quelques instants. À demain, je l'espère. Bonne soirée.